Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Enchanteurs, enchanteresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers amis de Witches Radio, on se retrouve en ce dimanche matin avec Mimi Mireille pour la deuxième partie de l'effet Mimi de Coucou ma petite Mimi. Coucou Alina. Quel plaisir de te retrouver en ce dimanche matin, premier dimanche du mois de juin. Ça y est, ça sent les vacances bientôt. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Salut Alina déjà pour commencer. Et puis c'est toujours un grand plaisir de te retrouver le dimanche. Ah, c'est un plaisir réciproque, ma petite Mimi. Et comme à l'accoutumée, écoute, là, on commence un nouveau mois, donc tu vas décortiquer une toute nouvelle lame. Et quelle est cette lame ? Exactement, c'est ça. Alors on va décortiquer l'arcane numéro 20, à savoir le jugement. Alors j'envoie le jingle papillon magique et c'est parti. Alors on va commencer comme à l'accoutumée, par décrire ce que l'on voit sur cet arcane. Si tu veux intervenir, Alina, n'hésite pas. Alors, sur cette lame, on voit qu'elle a un fond blanc qui est vraiment majoritaire, ainsi que les deux cartouches qui sont également sous fond blanc. Dans celui du haut, il est écrit 20 en chiffres romains, à savoir 2x. Et dans le cartouche du bas, on peut lire le jugement. Ensuite, la lame est divisée en deux parties, avec une partie avec un personnage dans la partie supérieure et trois autres personnages dans la partie inférieure. Dans la partie supérieure, on voit que ce personnage a l'air de flotter dans les airs. Il est entouré d'une sorte de bouée bleue qui fait penser à un nuage. Le personnage a les cheveux mi-longs, blonds, ondulés. Il a une auréole au-dessus de la tête. Il a un habit blanc, alors uniquement au niveau du torse, et rouge au niveau des bras. Il a de très grandes ailes. Dans sa main droite, il tient un instrument de musique, on dirait une longue trompette. Dans sa main gauche, il porte une sorte de drapeau. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de drapeau comme celui-là. C'est-à-dire un fond blanc avec une croix jaune. Inconsciemment, on pourrait penser au drapeau de la Suède, qui a cette fameuse croix jaune, mais lui, il a un fond bleu. Est-ce que toi, Alina, tu connais un drapeau de nos jours qui est avec une croix jaune sous fond blanc ? Alors, pas du tout. Par contre, le fond bleu, oui. Mais là, ce que tu cites, ça ne me dit rien. Moi non plus, donc j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé, mais je m'étais dit que peut-être que toi tu saurais. Bah non, je suis une bille. Mais peut-être qu'un Witches pourra nous répondre, on ne sait pas. Qui sait, Donc tu peux réitérer pour que les Witches puissent comprendre. Donc c'est un drapeau. Alors c'est un drapeau avec une croix jaune dans son centre, une grande croix jaune sous fond blanc. Voilà, donc si on a des witches sur le chat ou même qui écoutent l'émission de ce matin et qui veulent répondre, eh bien contact@witchesradio.fr, n'hésitez pas les amis, on attend vos retours. Ah oui, avec grande impatience. Alors, je vais continuer. Donc autour du nuage, on voit qu'il y a des rayons qui percent. Alors comme d'habitude, je me suis amusée à les compter. En tout, il y en a 19. Alors, il y a une alternance de jaune et de rouge. Alors, je parlerai plus précisément des chiffres dans une fois ultérieure, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, ensuite, il y a
les 3/4 de cet arcane, comme je vous disais avant, qui est sous fond blanc. Dans la partie inférieure de l'image, au niveau de l'arrière-plan, on voit plusieurs collines ou des dunes, hein, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est vallonné, hein, c'est pas plat. Et au premier plan, on y voit 3 personnages. 2 personnages où l'on voit le visage et un personnage qui est de dos. Et petite particularité, les 3 personnages sont nus. Je pense que tu as remarqué, Alina, qu'ils sont tout nus. Oui, tout à fait, oui. Je confirme, j'ai remarqué. C'est la pureté, alors, hein, non? Pardon? C'est la pureté, non? Peut-être, on verra ça par la suite, quand on décortiquera la symbolique de ces personnages. Pour le moment, on est uniquement dans le visuel, ce qu'on voit. Hein. Bah parce que moi, je vois un ange, en fait, qui parle à des êtres purs. D'accord. Donc on verra ça dans quelques dimanches. Garde-le bien à l'esprit si c'est bien cet univers-là. Ok. Alors en plus, ah oui, bah, c'est pas le moment. Oui, parce que je vois qu'il y a plusieurs. Il y a la dame âgée, il y a la jeune fille, mais je n'en dis pas plus. Oui. Alors j'ai quand même dit qu'il y a un personnage à droite où on dirait à droite de l'arcane, hein, qui est un monsieur, un homme, qui a des cheveux bleus et longs, et une longue barbe de couleur chair, et le personnage a l'air âgé, donc tu vois, ça tu pouvais dire, Alina, dans la description. Hein. Alors moi je voyais une dame. Mais ça c'est sur l'autre côté, sur la partie de gauche, tu vois, tu peux décrire la dame que tu vois. Fait. Mais même à droite, moi je voyais une dame, en fait, une dame très âgée, et je percevais pas la barbe, comme tu le dis. D'accord. Ah bah pour moi c'est une barbe là au niveau du menton et sous le nez une moustache, tu vois. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un monsieur. Ouais. Et puis on voit bien, regarde la dame à droite, à gauche, elle a une poitrine, le monsieur c'est un torse d'homme quoi sur la droite. Tout à fait, on a l'impression que c'est les parents et la jeune fille. À voir. Okay. L'interprétation ce sera par la suite. Là on est juste dans le visuel hein, pour le moment. Hein. Ok. Donc, comme j'ai cru comprendre aussi qu'il faut aller un peu plus vite aussi. Donc, le personnage de... Où c'est que j'en suis là on était au personnage de la dame, donc le personnage de gauche. On dirait une femme mûre, hein, avec des cheveux longs, bleus également, ondulés. Et on a un 3e personnage qui est de dos, à peu près au centre. Et on ne sait pas, par contre, si c'est un homme ou une femme. En tout cas, moi, j'ai pas reconnu. Hein. Je vois pas hein, si c'est un homme ou une femme. D'autant plus que ses cheveux bleus, ben je sais pas s'ils sont relevés en chignon ou si c'est une tonsure en son centre. Tu vois l'expression de la tonsure. En tout cas, ce personnage, il sort d'une grande sorte de cuve verte, on pourrait dire, ou d'un tombeau, ou enfin bref, d'un grand trou, hein, si tu préfères, alors que les 2 autres personnages sont dehors de cette cuve. Alors, est-ce que toi, par rapport à la morphologie de dos, tu saurais dire si c'est un homme ou une femme ? Pour moi, maintenant que j'ai compris qu'à droite c'était le monsieur, pour moi, en son centre, c'est une dame et c'est une maman. Et c'est quoi ? Une maman, en fait, la maman. Ah, une maman, d'accord. Ok, ben on verra ça par la suite, hein, parce que à ce stade-là, moi, j'ai pas d'éléments, j'ai pas réussi à reconnaître au niveau morphologique, hein, si c'est un homme ou une femme. Hein. Ah bon ? Ouais. La personne de dos, hein, je m'entends. Hein. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Et maintenant, on va arriver au niveau des couleurs. Alors, les couleurs, sur cette lame, il y en a 6 de présentes, hein, à savoir le blanc, le bleu, la couleur chair, le jaune, le rouge et le vert. Alors, les quantités des couleurs présentes dans les arcanes expriment une atmosphère particulière. Comment tu ressens, toi, cette atmosphère, Alina, par rapport au... On sait bien que c'est toujours les mêmes couleurs, sauf le vert,
qui est pas forcément toujours présent dans les arcanes. Mais toi, tu ressens quoi comme énergie, comme atmosphère avec cet arcane? Alors, moi, je ressens pas quelque chose de négatif, au contraire, mais plutôt dans la bienveillance. Même si on appelle ça la carte du jugement, comme on voit l'ange au-dessus, je ressens pas ça comme quelque chose de négatif, surtout qu'on a des dunes derrière de sable, donc c'est plutôt la chaleur, c'est voilà. Pour moi, on se sent blotti, je vois mes parents à côté, je vois l'ange au-dessus, pour moi, c'est plutôt positif en ressenti. D'accord. Oui, c'est vrai. En plus, le fait que tu as des formes arrondies, onduleuses, donne plutôt cette atmosphère positive. Tu as bien raison, hein. Après, le contraste de couleurs est important aussi pour se faire une idée. On peut dire que, à part la dominante blanche du fond, on a quand même une dominante qui est très jaune, hein, en contraste de quantité, hein. Ensuite, la couleur chair en deuxième position. Et en troisième, je dirais le bleu. Puis le rouge. Et pour finir, le vert. Je ne sais pas si toi, tu mettrais dans le même ordre que moi. Ah je confirme, hein, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors, en fait, on peut se rendre compte qu'avec cette forte tendance, alors avec le blanc, hein, en premier, on voit bien qu'il y a un message de pureté, de grâce. C'est l'esprit divin, c'est la lumière dans son excellence, hein. Elle symbolise l'initiation du passage d'un état à un autre, un début d'un autre cycle. En fin de compte, c'est le futur, quoi, hein. Ensuite, on avait dit, hein, en contraste de quantité, cette couleur chair. Donc le chair, on est dans l'humain, dans le matériel. C'est la couleur de la peau, mais c'est aussi la couleur des ailes de notre ange, hein. En fait, c'est l'incarnation, la condition humaine. Et le chair n'est ni positif ni négatif. En fait, c'est en lien avec le psychisme humain. Alors, il y a une ambiguïté, hein, qui mêle le ciel, l'enfer, la violence, la paix. On verra dans quel contexte on est. Et la couleur chair aussi, c'est la couleur du présent. C'est l'ici et maintenant, hein. Ensuite, on arrive à cette couleur jaune. Alors, le jaune, c'est lumineux, hein, c'est la lumière, c'est la couleur du soleil, c'est la chaleur, c'est le mouvement, c'est l'explosion. On ressent la dynamique, mais comme il est en plus faible quantité, donc la dynamique est là, mais on va pas aller jusqu'à l'explosion, hein. Mais malgré tout, ce jaune, il attire l'œil. Il a un caractère joyeux, hein, dans l'ensemble. Il peut être associé à l'amitié, à la richesse, aux relations humaines, de nouveau, hein. On y revient au côté humanité. C'est aussi une couleur qui change de signification selon les cultures, donc les lieux, les pays, les époques, hein. On l'avait vu, hein, en Chine, c'est symbole de fertilité. Au Moyen-Âge, c'est en France, en Occident notamment, on disait que c'était une couleur de trahison. Mais on peut aussi la comparer à l'or ou à la richesse spirituelle, hein. En alchimie, la pierre philosophale transforme tous les métaux en or. Donc c'est une couleur par excellence chez eux, hein. Alors, une fois qu'on a fait le tour, on arrive au rouge. Donc le rouge, c'est pareil, hein. Donc le contraste, ça va un peu l'amenuire, ça va être un peu moins présent. Mais par contre, avec le rouge, on est dans le domaine du matériel, hein, comme le vert. C'est une couleur qui exprime aussi l'énergie, la puissance, mais aussi l'amour, la passion. C'est pas quelque chose de tranquille, il y a du mouvement, hein, qui se passe, hein. C'est en lien avec le sang, avec la violence, si on est dans le côté négatif, mais la sexualité aussi, hein. Mais on peut quand même l'interpréter de manière positive, cette couleur, hein. Et c'est vraiment en lien avec la vie,
grâce au sang. Le sang, par extension, c'est la vie. Donc, on a en présence, avec ce rouge, quelque chose quand même qui nous montre qu'il y a une certaine dynamique, qu'il se passe quelque chose, hein, même si on n'est pas dans un total mouvement. Ensuite, on est dans le contraste, on est avec le bleu. Alors le bleu, c'est aussi une couleur céleste, hein, comme le jaune, et on a du bleu en haut, l'espèce de nuage, et on a les cheveux bleus. Donc on se rend compte que il y a quelque chose de l'ordre du fluide, il y a quelque chose qui se passe, qui circule, il y a une harmonie, quelque part une sorte de symétrie avec ce bleu en haut, ce bleu en bas. On est aussi le bleu, c'est une couleur qui est fortement employée en Occident, hein, comme je vous l'avais déjà dit, mais on se rend compte qu'elle n'est pas omniprésente dans cet arcane. Il y a quelques touches, mais elle est là. C'est aussi la couleur qui est symbolique, associée, hein, au rêve, à la paix, à la tranquillité. Elle nous invite à plonger au cœur de soi, dans nos profondeurs. C'est la couleur qui est en lien à l'attachement avec le Père. C'est peut-être pas innocent pourquoi on en a mis en haut avec ce nuage, hein, le Père. On dit qu'elle favorise l'endormissement et elle apaise la tension artérielle. Donc, elle détend le corps et l'esprit. Et dans le sang, quand on dessine en bleu, hein, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est la fin de la vie. Mais on va voir si ici c'est le cas ou pas. Et pour finir, on a cette note de vert. Donc le vert, lui, il est donc comme je vous disais avant, hein, le vert c'est la couleur du matériel, mais on est aussi en présence d'un vert foncé. Il y a des verts plus clairs, il y a des verts foncés. Pour petit rappel, hein, mais je pense que vous vous souvenez tous à l'école quand vous avez commencé à peindre avec l'aquarelle, hein, ou la gouache, quand on mélange du bleu avec du jaune, Alina, ça donne quoi? Du vert. Et voilà. On voit c'est magique. Font de la peinture. Et concernant le bleu, dans ta carte, c'est un bleu très spécial qui apparaît, c'est le bleu roi. Oui. Hein, et c'est une symbolique aussi un petit peu différente, plus orientée sur le côté royal, pureté, Dieu, symbolique de Dieu, omniprésent. Je sais pas si tu le savais. Oui, et c'est pas innocent ce bleu, d'où le contraste avec ce vert très foncé, parce que si tu prends un bleu foncé et que tu mets très peu de jaune en opposition, tu vas obtenir un vert plus sombre, plus foncé, comme c'est le cas sur notre arcane avec ce vert qui est vraiment foncé. Hein. Il y a déjà un contraste de quantité pour obtenir une couleur, mais il y a aussi le contraste qui se fait si tu as un bleu de départ qui est foncé, forcément ton résultat, si tu veux qu'il soit clair, il faudra mettre énormément de jaune. Hein. Et alors, je sais pas si ça peut aider à la description de la carte du jugement, je trouve que si, mais quand on parle de bleu roi, on parle donc de bleu divin, mais surtout de bleu dit honnête. L'honnêteté ressort de ce bleu roi, et ça va en corrélation avec l'honnêteté face au jugement. Mais oui, c'est important, tu verras, il y a plein de choses qui sont liées à Alina par la suite. Hein. D'accord. Et d'où l'importance des couleurs, mais je pense que tu as déjà remarqué que dans le tarot de Marseille, c'est souvent le bleu roi qui est utilisé. D'où le fait peut-être que ça me happe. Peut-être aussi que ça vient de là que ça me happe. Je sais pas, j'adore le bleu roi, donc... Il y a des chances, souvent c'est lié et c'est inconscient même. Hein. C'est vrai. Je te laisse continuer. Pas de souci. Donc on est en présence d'un vert foncé, tu l'as bien constaté, Alina. Donc ce mélange de bleu roi avec du jaune, c'est exactement les couleurs de la carte. Et on le retrouve bien dans cette espèce de fosse, ce rectangle vert
au centre bas de la carte, hein. Alors le vert, ça a une couleur aussi, même s'il est foncé, mais ça représente le renouveau, l'espoir. C'est l'élémentaire, c'est la couleur de la nature, du printemps, du règne animal. C'est la renaissance, c'est la pleine vie, hein. C'est le vert, c'est vraiment en lien avec tu sais, les périodes de cycle éternel. Tu vois, la nature, elle est cyclique. L'hiver, elle s'éteint, il n'y a plus rien de vert sauf le sapin. D'où le fait qu'on l'a choisi, hein, pour les fêtes de Noël, pour ce symbole d'immortalité, hein. Mais quand la nature revient à elle, eh ben t'as l'herbe qui pousse, après les bourgeons, t'as les feuilles qui sortent, les fleurs, et le vert est omniprésent dans la nature. C'est vraiment une couleur aussi qui est liée à la fertilité quelque part, hein. Je pense que tu l'as bien remarqué, Alina, ce côté avec le vert, cette renaissance. Totalement, oui. Et on peut dire aussi que cette teinte est associée donc forcément au pouvoir de la création. La fertilité de la terre, si on est dans la nature, mais aussi de la connaissance profonde et par extension, à celle de l'homme, hein. L'évolution, sa création, sa fertilité personnelle. Il est là aussi pour évoluer. Alors après, selon les croyances, on croit à la réincarnation ou pas, mais il y a cette notion avec le vert qui est présent dans cet arcane. Alors, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là dans ce que l'on voit pour le moment, Alina. Non, là, c'est, comme je te dis, c'est passionnant. Passionnant. Vive la carte du jugement. Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce matin. Eh bien, ma très chère Mimi, c'est super, hein, ce qu'on a découvert ce matin. Donc, c'est une petite première partie sur l'arcane numéro 20, voilà, l'âme numéro 20 du tarot de Marseille, qui est le jugement. Et donc là, vraiment, tu as été orientée sur voilà la visualisation de la carte, mais surtout aussi sur les couleurs. Donc, très passionnant, et on a hâte de découvrir dimanche prochain ce que tu nous concoctes. Mais là, par contre, tu vas être toute seule, me semble-t-il. Oui, c'est possible. Et oui. Pour la petite mise en bouche là, donc je vous ai parlé de ce que l'on voit et on va continuer avec les chiffres parce que il y a quand même pas mal de chiffres qui sont présents. Oui. Et du coup, toute seule, je pourrais bien décortiquer cette symbolique des chiffres. Pas que je peux pas, hein, quand t'es là, hein, évidemment. J'ai bien compris, hein. C'est différent quand on est seul. C'est vrai que voilà, là on échange. Je trouve ça sympa qu'on puisse alterner, tu sais, un coup seul, un coup ensemble. Au moins comme ça, voilà, il y a des choses qui doivent être dites aussi seules. Bon là, c'est exceptionnel, vous le savez, hein. Cette année, il y a 2 élections, hein, en France, hein. Il y avait les présidentielles, bim, et là il y a les législatives qui arrivent là dimanche prochain. Donc forcément, c'est plus compliqué après coup, hein. C'est normal. Je suis pas présente, je commence à 6h du matin, je finis à minuit. Donc impossible d'être présente, hein, pour Witches Radio, hein. C'est sûr, tu peux pas te couper en morceaux. Et puis les auditeurs pourront peut-être nous dire s'ils préfèrent notre duo de choc et de charme, ou s'ils préfèrent quand je suis toute seule. Voilà, ou alors alterner aussi. Oui, ils pourront nous dire leur ressenti, hein, et nous, ça nous permettra d'évoluer, de rebondir aussi et de créer quelque chose pour eux. Tout à fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour eux, n'est-ce pas, Mimi ? Oui, bien sûr, évidemment, mais de plus personnaliser les choses en fonction de leurs attentes et de leurs envies. Tout à fait. En tout cas, merci, un grand merci à toi et hâte de découvrir la suite, hein, de l'âme numéro 20 du tarot de Marseille. On te fait plein de gros bisous et on te souhaite un très joyeux dimanche, ma très chère Mimi. Bisous Alina, prends bien soin de toi, attention à toi, hein, avec les élections, hein, et puis à très vite. Bisous. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Coucou les amis.
se retrouve ce matin pour la deuxième partie de l'émission et nous allons parler de l'arcane numéro 20, à savoir le jugement. Alors comme d'habitude, je tiens à vous préciser que je ne suis pas tarologue. Le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette lame. Je me base sur mes propres recherches personnelles faites par le passé, actualisées concernant le tarot de Marseille. Comme vous le savez, Papus pour moi reste le maître inconditionnel du tarot, mais je me base aussi sur d'autres sources, pas que lui en fin de compte. Alors la semaine dernière, on a vu ensemble ce qu'il y avait sur cet arcane, ainsi que les couleurs qui sont présentes et ce qu'elles ont commencé à nous révéler. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les chiffres qui sont présents sur cette lame. On a pas mal de choses à dire ce matin, et on se rend compte que les nombres et les chiffres vont continuer à nous révéler certaines choses. Alors, on a le chiffre 1. Alors, le 1, c'est par rapport au 1, il y a un ange, il y a un nuage. Donc on avait vu déjà ensemble que le 1, c'est le règne minéral. On voit qu'un trait, ce qui implique l'immobilité. C'est l'apparition, c'est le commencement dans la matière. Il est juste là, le premier stade de la matière. Le 1, c'est le début conventionnel et la représentation symbolique de l'homme où se concentre l'être et le paraître, donc de l'unité, dérivé du latin unus, signifiant à l'origine unique, alors que pour indiquer l'unité on utilisait le plus souvent sem, de simplex si vous préférez, ou du plus ancien c'était wanon. Partir de unus, on a unir, puis unio, unitas, unité. Un est l'équivalent du centre, de l'origine, totalement en accord avec la doctrine traditionnaliste du philosophe Plotin. L'identification à la fin morale et lui opposer la multiplicité du mal. Mis également en relation avec l'abîme cosmique et les rayons célestes, le 1 a souvent été rapporté à la figure humaine du fait de son aspect géométrique. Ce chiffre est très proche des représentations symboliques occupant une place non négligeable dans l'histoire des religions. On avait déjà vu ensemble à partir du menhir, donc un menhir, un clocher, un totem, l'obélix. Cette forme essentielle illustre l'aspiration vers le haut, l'élévation visant le ciel. Dans le langage, aujourd'hui, être numéro 1 indique une capacité à dominer, à vaincre, à être le meilleur, une attitude contenant le sens attribué à un nombre autour duquel se cristallise depuis toujours le concept de primauté, donc d'unique, vient de 1, soit une expression attribuant à quelqu'un ou quelque chose une valeur supérieure, déterminée justement par le fait d'être seul, donc dépositaire de prérogatives refusées aux autres. Alors je vais ajouter que le 1 est la création dans l'amour. Nous pouvons dire que 1 est tout, et tout est 1. Chez les kabbalistes, adeptes de la gématrie, le 1 est en lien avec la lettre Aleph. Et Aleph, c'est notre A, c'est la première lettre de l'alphabet qui nous apprend que c'est un chiffre en lien avec le divin et le commencement. Et on s'en rend bien compte dans cet arcane. Le 1, c'est l'ange, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, le lien avec le divin est inconditionnel et incontesté sur cet arcane. Pour les francs-maçons,
Le chiffre 1 est dans l'œil, au centre du delta lumineux. Autrement dit, c'est l'œil de la conscience, l'œil qui voit tout. Alors je vais m'arrêter là pour le 1 et on va passer au 3. Alors le 3, sur cet arcane, c'est les 3 personnages, les 2 qu'on voit de face et le personnage qu'on voit de dos. Donc avec le 3, c'est le règne animal. Il est composé de 2 courbes. L'animal est relié et il aime la terre et le ciel. En revanche, il n'est pas attaché ni à l'un ni à l'autre. Il est uniquement dans l'émotion. Il est en même temps esclave quelque part, pur désir. Par exemple, les 2 courbes sont les 2 bouches, c'est-à-dire celle qui mord et celle qui embrasse. L'animal est à la fois prédateur et proie, selon les animaux et ou la situation, ce qui implique qu'il a tout le temps peur. Mais quelle peur? Peur de ne pas arriver à se nourrir, peur de ne pas être aimé. Ça, c'est aussi un sentiment que nous autres humains, on peut avoir. C'est pour cela qu'ils sont en perpétuel mouvement. Alors, je vous avais déjà parlé de ce 3 et je vais compléter en vous disant que le 3, c'est la synthèse de la totalité. Corps, âme, esprit. Le 3 est aussi en lien avec les 3 pouvoirs, le royal, le sacerdotal et le prophétique. On peut aussi dire, à propos du 3, la pensée, la parole, l'action. Chez les hindouismes, on retrouve le 3 dans le Om. C'est un son très récurrent qu'ils utilisent régulièrement, ce fameux Om. Chez les Hébreux, les kabbalistes, avec la gématrie, vous avez l'habitude maintenant que je vous parle de la gématrie, ils nous disent que le 3 est le guimel. Alors, il est... et ils nous disent aussi, à propos du 3, qu'il érige le ternaire de la loi essentielle. Et cette loi essentielle, c'est l'esprit actif créé, le corps passif et créé, l'âme à la fois active et passive est placée dans un état intermédiaire. Pour les francs-maçons, le chiffre 3 correspond au chiffre de l'apprenti, mais aussi le nombre de coups que l'on frappe à la porte. Le 3 est présent dans les loges. On parle alors de triple accolade, de triple acclamation, entre autres. Le 3 évoque les 3 piliers, sagesse, force, beauté, mais aussi les 3 lumières de la franc-maçonnerie, à savoir le compas, l'équerre et la loi sacrée. Le rayon, alors je me suis amusée à compter, il y a sur cet arcane, alors il y en a 19, il y a une alternance de jaune et de rouge, comme vous l'avez vu déjà, et il y a 10 rayons d'une couleur et 9 de l'autre, donc 10 plus 9 égale 19. On voit qu'il y a 10 rayons rouges, 10 c'est la plénitude, tout est équilibré. On peut aller dans une nouvelle direction. Avec le 10, on peut s'en servir pour transformer nos rêves en réalité. Alors le 10, c'est 1 et 0. Le 0 est la source de tout. Le 1, c'est le monde créé, le tout harmonieux. Le 10 est donc esprit et matière. Le 10 nous permet d'accéder à l'ultime connaissance. Chez les kabbalistes, le 10 représente phonétiquement la lettre Yod. Alors pour eux, cela signifie la signature de Dieu dans la création. Le Yod est présent dans le tétragramme divin, à savoir chez les Hébreux, ils ne le prononcent pas.
nous on n'est pas hébreu, donc je vais vous le dire, c'est Yahvé. Et en fait, on se souvient, hein, l'hébreu, hein, je vous l'avais expliqué, se lit pas de gauche à droite comme chez nous, hein, mais de droite à gauche. Hein. Du coup, on a la lettre He, le Vav, le He, le Yod, que l'on peut traduire par l'éternel en fait. Et ce fameux tétragramme, hein, ces fameuses lettres, hein, on les retrouve dans différents mots. On peut le retrouver dans Jérusalem, que l'on va traduire par le jour de la libération. Bref, ce Yod veut dire qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, mais il est temps pour nous de franchir ce cycle, pour aller vers un nouveau cycle. Maintenant, on va s'attarder aux 9, hein, les 9 rayons jaunes. 9 est le dernier chiffre, donc il indique la fin, mais que nous sommes prêts pour le changement dans notre vie. Il a aussi une interprétation divine en lien avec les êtres de lumière. Le 9 est aussi en lien avec le spirituel, le religieux, l'ésotérique. Pour les francs-maçons, le 9 est en lien avec le multiple de 3. On a vu hein, juste avant hein, le 3 ensemble, hein, je pense que c'est encore frais hein, dans votre esprit, je ne vais pas y réitérer. Hein. Sur le plan de la connaissance, le 9 est l'aboutissement pour l'unité, le cycle est fini, l'initié accède à l'amour universel, il meurt pour devenir immortel. Maintenant on arrive au 20. Le 20, c'est la force, la conscience, la sensibilité. Il est également en lien avec le changement, l'amélioration. Le 20 est en lien avec la transformation mentale, une sorte d'éveil spirituel, hein, entre autres. Pour les Mayas, le nombre 20 représente le dieu solaire en lien avec l'archétype de l'homme parfait. Le 20 est composé de l'énergie du 2 et du 0. Hein. Le 2, on vient de le voir, hein, et le 0, on en a aussi un peu parlé, hein, je vous ai dit, il est en lien avec tout ce qui est spirituel, les forces divines, les énergies universelles. Il a une résonance et une énergie d'éternité, d'infini. On peut parler de début de voyage spirituel, et il nous dit que c'est important d'écouter notre intuition, car là sont les réponses. Alors, ainsi s'achève la première partie de cet audio. J'espère que ce décortiquage des chiffres, des nombres vous aura convenu. Et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Alors, Papus nous dit que cette lame est en lien avec la protection, la renaissance morale, le changement de situation. Alors, petit rappel, hein, l'alphabet hébraïque se lit de droite à gauche et non pas de gauche à droite comme notre alphabet à nous. Hein. Donc, l'arcane du jugement, hein, est en lien avec la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, d'où le fait qu'elle porte le numéro 20, et la 20e lettre de l'alphabet hébraïque est le Resh. Alors vous verrez dans le plan, hein, je vous ai mis diverses représentations de ce Resh, et sa valeur numérique est 200. Alors je vous ai fait un petit rappel, je vous ai mis également le tableau de l'alphabet hébraïque, comme ça vous pourrez situer cette lettre hein, dans l'alphabet, et vous verrez qu'on est pratiquement à la fin hein, de l'alphabet. Donc le Resh représente la richesse du cœur. Resh, ça veut dire tête. Alors je vous ai également mis un dessin d'un monsieur, hein, et on voit que la forme de la lettre Resh représente le haut du crâne, on peut dire les cheveux qui redescendent le long de l'oreille. Hein.
Quelques mots-clés représentant cette lettre. On a le dépouillement, la déférence, l'abandon de l'orgueil, le contrôle de soi, la pureté. Resh veut dire donc tête en hébreu. On le voit bien grâce à l'image que j'ai essayé de vous expliquer, mais si vous me demandez le plan, vous le remarquerez de manière bien plus flagrante. Donc on le voit bien sur l'image, au-dessus de la tête humaine, qui symbolise l'humilité. C'est le sommet de l'homme en contact avec l'esprit divin, mais c'est aussi la raison, l'intellect et la conscience humaine. Alors Resh, 20e lettre sur 22 de l'alphabet hébraïque, elle correspond à notre lettre R en latin. Alors, on va se tourner un petit peu du côté de la gématrie, mais pas que. On apprend que le Resh a la valeur 200. Après, je vais vous expliquer le 200 à quoi il correspond. Mais cette lettre est aussi en lien avec la planète Mercure. Alors Mercure, on sait, c'est la communication, la sociabilité, la capacité de partager, de s'insérer dans la société. C'est aussi la couleur vert émeraude, couleur que l'on a attribuée au Graal. Alors, signification, c'est donc le sommet à atteindre, mais aussi le but, le commencement. On commence à voir un petit peu plus là les subtilités de cet arcane. Alors Resh, on a vu, c'est la tête. Mais la tête, c'est quoi en fin de compte? Alors c'est le nous, ça vient du grec ancien, qui regroupe la pensée, la raison, l'intellect, mais aussi l'énergie mentale, le verbe. Il n'y a pas plus haut pour l'être humain, car c'est le principal. Resh, c'est la conscience humaine, la conscience qui fait éclore un monde intérieur, mais avec un but de rencontrer la réalité du monde extérieur. Par contre, pour que cela ait lieu, il faut absolument supprimer ce dont on n'a plus besoin, ou qui est en trop, bref, tout ce qui pollue notre psychisme, tel que les préjugés, les pensées négatives, les colères, l'instinct. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est comme ça pour que ce Resh fonctionne. Mais il y en a encore d'autres, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce n'est pas si simple de s'ouvrir à la réalité. Il faut de l'humilité, de la patience et de la pauvreté. Alors si on change une lettre, au lieu du E qui est dans Resh, on met un A à la place, Rash. En hébreu, ça veut dire le pauvre. Il est important de se détacher du désir et de l'ambition pour vous-même. Il est important de renoncer à son individualité, faire un effort pour s'ouvrir, accepter les choses, car c'est la voie du Resh. L'être éveillé est celui qui abandonne beaucoup de lui-même. Il est humble et sait se courber face à Dieu. Resh, c'est l'esprit sans le corps, autrement dit la tête seule, qui représente un idéal de pureté. L'incarnation terrestre est importante pour comprendre le mystère de l'existence. La racine de Resh représente un début, un déclenchement, un départ à zéro, mais il peut être aussi l'étincelle de l'intuition qui illumine l'âme. Avec le Resh, on est en présence du véritable début de la connaissance. Alors en gématrie, j'y reviens là cette fois-ci, on a vu la valeur numérique est 200. 200, c'est la force de la dualité, corps, tête. On peut dire que c'est la matière et l'esprit, mais aussi peut-être le mental, le réel, ou l'âme et le cosmos. 200 est la relation avec Dieu,
qui apporte une protection divine et une vie heureuse. Grâce à cette protection divine, tout est possible et vous réalisez vos rêves. Dans le 200, il y a 3 nombres, à savoir le 2, le 0 et puis un autre 0. Le 2, c'est la dualité. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, ce nombre 2. Je ne vais pas revenir dessus. Je fais référence aux anciens éphémimides. Par contre, le 0 est 2 fois dans ce nombre. Il est le symbole de l'éternité, une vie sans fin, des flux d'énergie positive qui ne s'arrêtent jamais. Elle nous aide à réaliser de grandes choses dans notre vie, car elle est envoyée par nos anges gardiens. Avec le 200, on est en présence de la compassion et de l'amour. On est sensible et empathique avec les personnes qu'on aime, grâce au 200. Le 200 nous permet de voir notre vie amoureuse différemment. Et vous êtes ouvert à la nouveauté et aux belles choses. Je suis sûre que vous attendez pas à ce qu'on parle de vie amoureuse avec cet arcane du jugement. Et pourtant, c'est bien là, c'est bien présent, c'est la nouveauté également, les belles choses que l'amour peut nous apporter. Il y aura des changements qui seront difficiles, mais finiront par payer. Donc, quand on est en présence de changements difficiles, je sais, comme ça à froid, c'est facile à dire, mais la meilleure façon est de les accepter. Ils nous feront grandir, ils nous découvriront une nouvelle facette de nous. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, même si je le conçois, j'ai eu également beaucoup de changements dans ma vie. Les changements sont jamais simples à régler et à appréhender surtout. Le 200 apporte chance et protection à tous ceux qui sont amoureux. Alors ne vous posez pas de questions. Vous voyez le côté positif de cette lame. C'est vraiment un message inconditionnel qui est là. Le 200, ne l'oubliez pas, apporte chance et protection à tous ceux qui sont amoureux. Alors, quoi de plus beau que l'amour, vous allez me dire. Alors, ainsi s'achève la première partie de cet audio. J'espère que ce décortiquage en lien avec l'hébreu n'a pas été trop rébarbatif, que vous commencez à mieux comprendre les subtilités liées à cette lame, et je pense que que vous y arrivez. Je vous fais confiance. J'espère que cela vous aura également convenu. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Alors on se retrouve maintenant pour la deuxième partie. On va continuer à décortiquer cette lame, toujours en lien avec l'hébreu. Alors, je vais revenir au Resh. Avec le Resh, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que j'arriverai à me débloquer, me délivrer de mes blocages psychiques? Ou alors, est-ce que j'arriverai à m'affranchir de la tyrannie de mon mental pour accéder à la liberté spirituelle? En fait, le Resh nous dit qu'il est temps d'ouvrir notre tête, nos pensées, notre esprit, notre intellect, etc. à Dieu ou à la force supérieure de nos croyances. Alors, je vais vous faire des images pour une meilleure compréhension. Je vais essayer de vous les expliquer à l'audio, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours me demander le plan. Alors,
la tête est un contenant comme le Graal. Autrement dit, il est important de vider notre tête des pensées négatives et mauvaises et d'entrer en contact avec l'esprit universel pour une meilleure circulation de l'énergie. On vient de voir le lien entre le Resh et la tête. La tête aimerait être couronnée. Mais pour obtenir ce couronnement, par un renoncement de soi. Pourquoi? Parce que rien ne nous appartient. Du coup, il est important d'en prendre conscience, car c'est la véritable richesse. Y aurait-il un lien avec la richesse du cœur? Alors, comme on l'a vu, la traduction littérale de la lettre Resh, c'est la tête. Ou autrement dit, le cerveau illuminé par le feu. Si on veut la lumière dans notre tête, il faudra y apporter du feu. Alors, je vous ai mis un petit logo qui représente en fait un visage de profil où on voit la forme du Resh sur la partie du crâne et qui l'enrobe. Et il y a des mots autour. Alors, on y retrouve déjà les 5 sens. Alors, vous les connaissez tous, ça je vous fais confiance. Je vais vous les rappeler. Il y a la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Donc, les 5 sens, ils sont présents. Et on y ajoute, avec ce Resh, au sommet du crâne, c'est l'imagination. Tout en haut, dans notre cerveau. Pour conclure, je vais aller un peu plus loin et vous faire un petit résumé. Le Resh, on l'a vu, c'est la tête, c'est la pensée, la raison, l'intellect, en lien direct avec le nous, on l'avait vu premièrement. Autrement dit, notre intelligence, mais aussi l'énergie mentale, c'est l'esprit, la partie la plus haute de notre être, le principal, notre âme. Certains parlent de conscience, et tout naturellement, le Resh nous amène à nous questionner sur notre conscience humaine. On l'a vu avant. Mais, pour ce faire, il faut faire preuve d'humilité, de patience. Autrement dit, il est important de se détacher de nos désirs et de nos ambitions personnelles. Si la tête du Resh est seule, on parle d'un esprit sans corps, qui est un idéal de pureté. Par contre, tout est lié. Une tête sans corps, c'est rien. On pourrait se dire qu'un but de notre vie serait d'essayer de comprendre le mystère de l'existence pour ne pas passer à côté de notre vie sur Terre ou de notre vie incarnée. C'est comme ça qu'il faut prendre le Resh, et le Resh va nous aider à essayer d'y voir plus clair, à dépasser la dualité tête-corps ou esprit-matière, âme-cosmos qu'on a vu avant. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin. Le Resh, c'est le commencement, c'est le début de la connaissance, l'intuition qui irradie l'âme. Le Resh est aussi la richesse du cœur. Elle est également en lien avec le dépouillement, la déférence, l'abandon de l'orgueil, le contrôle de soi, la pureté, tout ça, je vous en ai déjà parlé en première partie, mais je le réitère là pour que ce soit, que vous l'imprimiez bien, Alors, il existe aussi des personnes qui portent ce prénom. Et ces personnes-là, ils aiment la nouveauté. C'est ce que symbolise le Resh. Et ils ont beaucoup de plaisir dans les affaires. Ce sont des personnes posées qui réfléchissent avant d'agir. Cela ne les empêche pas de faire le contraire de ce qu'ils disent, mais aussi d'aller vite. Bref,
ce sont vraiment des rapides. Les Resh sont des personnes fortes, avec un grand courage. On ne les brise pas comme ça. Mais si cela arrive, ils se relèvent rapidement. Ils n'ont pas peur de repartir à zéro. Vous voyez le zéro qu'on parlait avant, il est là. De tout recommencer. Alors, c'est aussi des personnes qui sont charismatiques. On se retourne sur leur passage et ils ne laissent jamais personne indifférent. Ils sont souvent... ils ont même beaucoup d'enfants. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un lien direct avec la signification du mot Resh. Et j'ai essayé de trouver un autre angle pour vous faire comprendre cette symbolique du mot Resh. Alors je vais revenir aux personnes qui s'appellent Resh. Ces personnes, c'est un prénom qui est en fin de compte peu populaire. Il aurait environ 8000 personnes dans le monde qui portent ce prénom. Et souvent, ils sont originaires d'Amérique. Ils sont également extravertis et aventureux. Et comme pour la lettre, la planète dominante de ces personnes qui portent ce prénom, c'est Mercure. Alors comme je vous l'ai dit au début, Mercure, c'est la planète qui est en lien avec la communication, la sociabilité, la capacité. Et la couleur associée à ce prénom, c'est le blanc et le gris. Alors, Resh et l'espace. On revient dans la gématrie, mais avec une autre signification. Resh égale 200, égale 2 fois 100. Cela correspond à la totalité de l'univers, de l'espace interstellaire, mais avec les étoiles et les planètes. On est dans une grande demeure cosmique de la vie. On est aussi en présence de toute la nature, que ce soit de la plus petite des gouttes d'eau, du brin d'herbe, bref, toutes les cellules vivantes. Tout le vivant est représenté dans cette lettre. Autre explication en lien avec la lettre Resh, cette lettre est aussi la destruction et la régénération. On peut également parler d'évolution humaine et cosmique. Dans la nature, tout est évolution, et l'homme ne fait pas exception. Si nous évoluons pas, on va disparaître. On a des exemples par le passé. Ce fut le cas des dinosaures, par exemple, mais aussi de l'homme de Néandertal. Et je pense que vous en connaissez bien d'autres aussi. Cela représente la mort de l'être que nous étions et la naissance du nouvel être en devenir. Avec cette phrase, on est proche de la pensée de l'Égypte ancienne, qui est la régénération après la pesée de l'âme. Pour rappel, chez les Égyptiens, l'âme devait être plus légère qu'une plume. Chez les chrétiens, les anciens chrétiens, la réincarnation, en fait, ils croyaient à la réincarnation eux aussi, et pas que la réincarnation était possible. On a Origène, le père de l'Église, je vais vous expliquer un petit peu, qui a vécu entre l'an 115 et 254. Il enseignait une phrase très importante. Pour ce qui est de savoir pourquoi l'âme humaine obéit tantôt au mal, tantôt au bien, il faut en chercher la cause dans une essence antérieure à la naissance corporelle actuelle. Tout est dit avec Origène. On se rend compte que les anciens chrétiens croyaient en la réincarnation. Évidemment, les différents conciles, et notamment dès 325, avec le concile de Nicée, l'Église a tout simplement supprimé la notion de réincarnation et par extension la notion de destruction et de régénération. Tout ce que représente en fin de compte cette lettre Resh.
c'est vraiment important d'aller voir au plus profond des choses, et on se rend compte de l'évolution d'une croyance, d'un passage d'une chose à une autre, à son contraire. C'est vraiment indispensable. Alors, je vais m'arrêter là concernant la deuxième partie. Alors, ainsi s'achève la deuxième partie de cet audio. J'espère que vous arrivez toujours à suivre et que vous comprenez vers où je vous emmène, avec ce décortiquage notamment de l'hébreu, et que cela vous aura convenu. Et je vous dis à tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'audio de ce matin. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Et voilà, on se retrouve déjà pour la troisième et dernière partie de cet audio de ce matin. Et je vais vous faire un petit récapitulatif et essayer d'aller aussi encore un peu plus loin pour que vous ayez vraiment une meilleure compréhension. Alors, Pappus nous a fait un tableau récapitulatif de cette lame du jugement. Il y a 2 colonnes. La première colonne, celle de gauche, c'est le rapport. Celle de droite, c'est la signification. Alors, on voit dans la partie gauche, le hiéroglyphe primitif, c'est la tête de l'homme. Ça, je vous en ai assez parlé, de cette forme de la lettre. Et sur la partie droite, il nous dit que le mouvement propre est déterminant. En astrologie, pour Pappus, c'est Saturne. Le jour, c'est le samedi. La lettre hébraïque, le resh, est double. Alors, il nous parle dans la signification de la respiration de la vie végétative. En observation, on voit que le règne végétal est présent. Alors, on va laisser un peu Pappus de côté et le tarot de Marseille. On va aller du côté du tarot égyptien. Alors, j'ai trouvé une représentation de cette lame 20 dans le tarot égyptien qui est intéressante. Elle a beaucoup de similitudes avec notre lame 20 également, mais du jugement. Par contre, chez les Égyptiens, elle ne s'appelle pas jugement, mais résurrection. Et en fait, elle est en lien direct aussi avec le resh. Alors, sur cette carte, on peut voir en haut à gauche le chiffre 20, en haut à droite la lettre resh, et dans la partie centrale, on y voit un être ailé qui a 2 attributs de pouvoir dans ses pattes. En fait, cet animal ailé avec une tête d'homme, que j'ai oublié de vous préciser, est en lien direct avec notre ange. Et sur la partie inférieure, on y voit un sarcophage d'un pharaon. Et en dessous, on a le nom de cette carte qui s'appelle la résurrection. On se rend compte que des liens, des similitudes qu'il y a entre notre arcane du jugement, avec le décortiquage que je vous ai déjà fait jusqu'à présent, et cette carte du tarot égyptien. On peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que la résurrection ? En fait, c'est lorsque l'impur qui est en nous a été supprimé. La résurrection arrive. La mort est présente, mais pas uniquement la mort physique. Il y a aussi la mort psychologique. Autrement dit, il faut se débarrasser de ce qui est impur et qui est en nous. En fait, on l'avait vu dans la deuxième partie. On parle également de régénération ou également, on parle de réincarnation. En fait, c'est le moment où il faut supprimer tout ce qui n'a plus d'utilité qui est en nous, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est un frein à notre évolution. On l'avait vu, par exemple, par rapport aux pensées négatives. C'est important si on veut aller à l'étape suivante. Et c'est ce que veut nous dire cette carte par l'intermédiaire de la lettre Resh.
Alors j'ai trouvé également une belle prière en lien avec Resh qui, je trouve, révèle vraiment cette lettre et son sens profond. Alors je vais vous la lire. Soyez vraiment bien attentifs parce qu'elle va vous donner aussi d'autres éléments pour comprendre cette lame du jugement. Alors prière à Resh. Ô Resh, pure lumière, éclaire pour moi ton chemin de pauvreté. Je t'abandonne mon armure, mes masques et mon orgueil. Je t'offre mon métal épuisé et le chaos de mes pensées qui tournent, prisonnière des rails de l'ancien. Je mets genoux à terre devant l'aube nouvelle. J'offre ma tête aux rayons du soleil. Ô lumière, purifie mon être de tout ce qui n'est pas toi, afin que je m'élance, pur et vide dans ta splendeur. Je suis pèlerin de la terre, et j'avance dans ta vérité. Riche de ma nudité, affranchi des anciennes vertus. Alors, ô bien-aimé Resh, tu prépares mon âme pour les noces, et l'habit de ta robe de lumière, tu allumes dans mon cœur le soleil du pur amour. En vérité, ô Resh, tu ouvres ma conscience et la liberté suprême, où mon âme, libérée de toute attache, découvre la couronne éternelle, la couronne de royauté qui l'attend depuis le commencement des temps. Amen. Alors j'espère que cette prière vous a montré vraiment le sens profond de cette lettre Resh qui est directement en lien avec notre arcane du jugement. Elle nous parle de lumière, de résurrection, d'amour, du pur amour, le véritable. Et je pense qu'au premier abord, vous ne l'avez sûrement pas perçu, ce côté nouveau cycle, nouvel amour, régénération. Bon, ça peut-être oui, avec le tombeau et le personnage qui en sort, mais vous vous rendez vraiment compte d'un autre aspect de cette lame qui s'offre vraiment à vous. Et j'espère que, surtout par ces audios de ce matin, vous allez avoir une autre perception, une autre vision de ce que cette carte peut apporter lorsque vous êtes en présence de cet arcane 20 du jugement, qui est pas franchement aussi terrible qu'elle pourrait paraître au premier abord. Et je pense que vous avez bien remarqué le côté de la régénération ou de la résurrection, le recommencement, et le fait de laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est obsolète, se retrouver quelque part nu, comme les personnages qui sont présents sur l'arcane, nus en fait de toutes ces choses qui sont un frein, qui entravent notre évolution, qui nous empêchent d'aller vers l'aube nouvelle, vers le soleil, vers la splendeur, vers le chemin qui résonne en nous, qui est en fin de compte notre destinée, ce pourquoi on est présent ici sur cette terre. Donc je vous invite vraiment à vous questionner, à faire ce travail psychologique, ce chemin pour vous affranchir vraiment des anciennes croyances, des anciennes choses qui
comme j'arrête pas de vous le dire, qui n'ont plus lieu d'être et qui forment pour nous une armure, un masque, et qui ne montrent pas, en fin de compte, notre vraie personnalité, notre vrai potentiel, et quelque part qui cache la vérité. Et quelle vérité? La vérité de ce que l'on est vraiment. Et en fin de compte, cela nous empêche d'aller vers notre vie, vers notre bien-être, vers notre bien-aimé. C'est vraiment vraiment indispensable de faire cette réflexion pour voir qui on est vraiment. En tout cas, à mon sens. Vous me direz peut-être par mail si vous pensez pareil ou pas. Si vous avez peut-être d'autres façons de voir cette carte, cette lame si particulière, je trouve, à mes yeux. Alors, ainsi s'achève cet audio de ce matin. J'espère que cela vous aura convenu, que je me suis en fin de compte pas trop répétée, mais le but de ces répétitions de ce matin, c'était vraiment pour que vous compreniez mieux les subtilités de cette lame qui sont peut-être pas forcément visibles au premier abord. C'est pour ça que j'ai essayé de vous redire les choses et souvent par des chemins un peu différents pour vraiment bien vous permettre de vous approprier cette lame et vraiment de la comprendre au mieux, quoi. En tout cas, c'est une des perceptions que j'ai fait. Vous pouvez en avoir une autre ou plusieurs. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera déjà le final de cet arcane 20, à savoir le jugement. Et j'espère que cela vous aura convenu. Si vous voulez avoir le plan, pour voir justement la forme de cette lettre rêche, le lien avec la tête, etc., ce que je vous ai parlé dans la première partie et la deuxième partie, vous pouvez me le demander à mimi@witchesradio.fr et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Mais en attendant, je vous souhaite un agréable dimanche. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Eh bien, coucou mes très chers amis de Witches Radio, on se retrouve pour la deuxième partie de l'effet Mimide avec notre très chère Mimi Mireille, mais également une surprise. Oui, coucou Alina, coucou la surprise. Coucou tout le monde, bonjour. Yeah, Steph de Nat. Comment ça va, Steph? Eh ben ça va, on fait aller, n'est-ce pas? Oui. Comme un vieux sage dans sa caverne. Dans sa cabane enchantée. Voilà. Tu nous as beaucoup manqué, Steph, et c'est vraiment un vrai bonheur avec Mimi. Tu nous rejoins pour cette deuxième partie de l'effet Mimide sur le thème du tarot, la 20e lame. Voilà, tout à fait. C'est beau. Oui, je confirme que tu nous as beaucoup manqué, Steph, et puis c'est un honneur de partager cette dernière rubrique sur le tarot avec toi. Et Alina, bien sûr. Et moi, je suis très content d'être avec vous, écoute. Voilà. Et donc Mimi a fait les choses bien puisqu'elle nous envoie toujours le plan en amont, les amis. D'ailleurs, si vous voulez recevoir son plan comme d'habitude, Mimi, ton mail? Oui, mimi@witchesradio.fr. Yeah. Donc si vous voulez écrire à Mimi et recevoir son joli plan, vous lui écrivez Mimi à la française et pas à l'américaine, M-I-M-I. Donc dans son plan, Mimi nous explique un petit peu tout ce qu'elle va nous expliquer ce matin en fait. Donc Steph, t'hésites pas à intervenir. D'accord. Ok, c'est parti. Pas de souci. Poussière d'étoiles.
Donc aujourd'hui, on est déjà au final de cette fameuse arcane numéro 20, qui est le jugement. Alors comme d'habitude, je tiens à vous préciser que je suis pas tarologue. Ici, le but n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur la symbolique de cette lame. Et donc je vous donne mes recherches que j'ai fait par le passé, que j'ai actualisé également concernant le tarot de Marseille. Et bien entendu, comme j'arrête pas de vous le bassiner, Papus reste pour moi le maître inconditionnel, même si je me base pas uniquement sur ses écrits. Et là, aujourd'hui, nous sommes donc arrivés au final avec ce dernier audio. Alors, on a pu voir ce qui est sur la carte, on a décortiqué les chiffres, la symbolique de l'hébreu, et maintenant, ensemble, ce matin, on va voir qu'est-ce que nous dit cette carte concrètement. Alors, on se rend compte que la trompette, cet ange là qui souffle pour annoncer une résurrection, une nouvelle vie, c'est un message positif, c'est un symbole de transformation, de renaissance, de renouveau, mais il y a quand même une petite condition, il faut apprendre à écouter sa voix intérieure. Alors certains la nomment la conscience, leur ange gardien, leur intuition, selon leurs croyances, mais c'est vraiment indispensable de s'écouter. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, tous les deux, que c'est important de s'écouter, et c'est pas être égoïste que de s'écouter. Oui, je confirme. Steph ? C'est essentiel surtout à un bon équilibre et au bien-être. On s'écoute pour aussi savoir, un peu, c'est une façon de faire un retour sur soi-même. Oui, c'est vraiment indispensable pour notre évolution. Après, cette carte peut aussi nous parler d'un désir irrésistible, d'une prise de conscience, voire même d'une union, d'un nouvel amour. Ou alors une bonne nouvelle qui peut être une naissance, une guérison, voire même un triomphe selon dans quel domaine l'on se trouve. C'est vraiment une carte qui, au premier abord, quand on la voit comme ça, n'a pas l'air très positive. Je sais pas ce que t'en penses, Steph, quand tu vois ces personnages sur cet arcane. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est censé représenter l'apocalypse, le jugement dernier. Donc il y a le jugement là-dedans. Donc c'est souvent en bas, on voit les morts qui ressuscitent, et la trompette, c'est censé réveiller les morts. C'est la trompette qui révèle le jugement dernier. Voilà. Donc alors il faut savoir que le mot apocalypse, ça vient du grec. Ça veut pas dire fin du monde, mais ça veut dire révélation. Donc la révélation au peuple de la terre, de la vérité, de la grande vérité cachée par les élites et tout ça. Enfin, c'est tout un raisonnement qui est lié selon les philosophies des pays et des religions. Et donc ça reprend ce principe-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on a tendance à oublier ou à mal interpréter ou mal traduire certains mots, notamment quand ce sont de langues anciennes telles que le grec ou l'hébreu. C'est pour ça que j'essaye d'en parler le maximum, de donner des explications, et tu l'as bien fait là. Après, cette lame n'a pas forcément toujours qu'un côté positif, elle peut aussi induire un refus d'agir en adulte, par exemple. Certaines personnes, on le remarque, qui restent de grands enfants très longtemps, qui fuient les responsabilités. Ou alors, elle peut être aussi l'émergence de souvenirs qui sont enfouis en soi. Des fois, c'est pas anodin quand on refoule certains souvenirs, et ça peut arriver qui remonte à l'esprit, et on n'est pas forcément très bien quand ces souvenirs remontent, quoi. Tout à fait.
Alors j'avais aussi une petite anecdote à vous faire part concernant cette lame, en vous disant que la trompette, souvent on le voit dans les films ou dans la royauté, elle annonce tout de suite un discours solennel, un personnage important va arriver, il va vraiment se passer quelque chose quand on entend le son de la trompette. Donc forcément, on pense à l'ancien temps avec la royauté, mais pas uniquement. Alina, on peut penser aux contes de fées aussi, la trompette est présente dans certains contes. Oyez, oyez, gentes dames et dames oiseaux. Voilà. Si on peut remonter très haut, en fait, ouais. À côté de chez moi, à une vingtaine de kilomètres, ils ont retrouvé, alors on appelle ça des buxins, ce sont des trompettes gauloises. C'est unique au monde. Ils en ont retrouvé une vingtaine et vous en avez tous vu avec des têtes d'animaux. Alors les Romains ont un peu piqué l'idée et puis ils en ont fait des trompes dans les batailles. Mais en fait, à l'origine, ces trompettes-là, elles étaient gauloises et c'était utilisé dans la culture gauloise justement. Et dans le son, on retrouve ce son un peu dans les Suisses. Ils ont des espèces de longues trompes là dans lesquelles ils soufflent, qui ressemblent avec des têtes d'animaux. On voit ça dans les Alpes, ils s'amusent à sonner dans ces trompettes-là, d'une vallée à l'autre, et c'est une façon justement de communiquer. Ah oui. Et ils ont gardé cet esprit-là, toi. Et la religion catholique, chrétienne, a véhiculé en fait une longue tradition des peuples européens, quoi, en utilisant ça, quoi. Donc c'est vraiment l'instrument de la rupture, tu vois. Donc quand tu entends ce son, tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a le tambour, il y a la trompette, il y a la clochette. On appelait aussi les crieurs. C'était les bruits de base, tout ça. Ouais. Les crieurs publics, tu sais. Et voilà. Tout à fait. Ouais. Oui, que moi j'ai connu tout petit. C'est vrai. Ah oui, j'en ai. La première fois que j'ai vu ça, je devais avoir 7-8 ans. J'allais au marchand de journaux. Wow. Et puis je t'entends un gars qui se met à hurler. Je me dis mais il est où lui? Et je savais pas ce que c'était. Et j'en parle à ma mère. Elle fait oui, c'est le crieur. J'ai dit le quoi? T'imagines, à 7 ans, tu connais pas grand chose à la vie. Et elle m'explique, c'est un monsieur qui annonce des choses, et elle avait connu, quoi, ça se connaissait. Et maintenant, ça n'existe plus, parce que évidemment, c'est remplacé par plein d'autres choses. Mais tu vois, c'est des traditions ancestrales amusantes, quoi, que quand t'es gamin, tu découvres ça, t'es un peu surpris. C'est comme les crieurs de journaux, tu sais, ceux qui veulent vendre leurs journaux. Voilà, c'était le même principe, ouais. Ouais, je me souviens pas, j'ai regardé ça dans les films. Voilà, mais bon, c'est quand tu assistes de visu tout jeune, ça surprend. C'est tout un autre univers, quoi. On arrive au Moyen-Âge où, là, la trompette, elle annonçait le début d'un tournoi, des joutes, de festivités en tout genre. Donc, on voit bien cette symbolisme d'annonce par le passé, mais qui annonce une joie, une bonne nouvelle quelque part. Et en fait, en lien avec cette image du passé, on peut dire que notre arcane, dans la plupart du temps, bon, il y a quelques exceptions, il faut voir les cartes à côté, mais dans la plupart du temps, elle annonce une bonne nouvelle, une joie. Nous pouvons dire, rien qu'en regardant l'arcane, si on la prend sous les yeux, que le tombeau que l'on voit, il symbolise la matrice, d'où sort un enfant. Donc c'est sa naissance, l'enfant né, et qu'il est accueilli par ses deux parents et que l'ange lui insuffle l'âme dans son corps en soufflant dans cette trompette, et cette âme qu'il aura pour cette incarnation bien précise. En fait, ça marque la rupture, si j'ai bien compris, quoi. Donc entre tout, quoi. Oui, il y a une nouveauté, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. De métamorphose, une vocation, on appelle, la conscience de quelque chose, une renaissance, un nouveau départ. Enfin, c'est une rupture, quoi. Oui, et dans tous les domaines de la vie, que ce soit familial, que ce soit professionnel, amoureux, vie quotidienne, pour tout, quoi. D'accord. Ok. Alors, on va continuer alors avec les pierres associées à cette lame. Peut-être que si vous la tirez régulièrement ou si vous êtes né à 20,
le 20 du mois, ces pierres-là pourront vous aider à appréhender ces changements qui peuvent peut-être se produire dans votre vie. Alors, on a la première pierre qui est la célestine. Alors, je vous ai mis une photo d'une géode de célestine que je trouve particulièrement jolie. Personnellement, je préfère les pierres brutes, mais bon, ça c'est affaire de goût. On voit bien une base de géode et à l'intérieur on voit ces éclats de cristal de célestine bleutée, à la limite à certains endroits transparente. C'est une pierre qui est relativement fragile, mais qui est vraiment intéressante lors de méditation parce qu'elle va nous aider à développer aussi notre spiritualité et notre clairvoyance, donc les messages qu'on peut avoir lorsque l'on médite. Et si on la place au niveau du troisième œil, cette fameuse célestine peut nous donner des réponses sur l'avenir. C'est pas inintéressant, Et si on la place au niveau du cœur, donc le chakra du cœur, la célestine aidera à réaligner tous nos chakras. Et comme ça, on sera vraiment dans une belle harmonie de paix, de lumière, vraiment interne, et on va irradier. Si on porte une célestine, donc on peut la trouver aussi en bijoux, et qu'on la porte pendant le sommeil, elle va nous aider à nous calmer. En fait, notre mental, elle va nous empêcher de ressasser et d'accéder au sommeil. Alors, je sais qu'Alina, toi, c'est pas trop ton truc, les pierres, mais toi, Steph, est-ce que tu es pierre ou pas? Je vais vous dire un secret, j'ai une énorme célestine, grosse comme un melon, à côté de moi, quand je dors. Je m'endors à côté et elle est super mûre, elle est bleutée, elle est ouverte un peu comme on fait, elle est grosse comme un melon et on ouvre d'un côté et on voit l'intérieur et je dors à côté. Et donc ça m'aide dans mes rêves et dans mes visions nocturnes. Et j'ai eu des visions plus d'une fois surprenantes à mon boulot à l'avance. Et le lendemain, j'en parle à la patronne. Elle est restée, mais alors comme de ronflant. Elle a pas su quoi dire. On en parle plus tard. Mais donc oui, non, ça a une action. Alors évidemment, faut se concentrer sur le principe et ça aide à avoir des rêves prémonitoires. Et c'est pas des bêtises. C'est vrai que quand on s'intéresse aux pierres, pour ma part, moi je porte régulièrement des pierres. J'ai beaucoup de pierres chez moi. En ce moment, je porte une aigle marine. Ça n'a rien à voir avec la célestine, mais ils ont vraiment des vertus. Ces pierres. C'était la bague de fiançailles de ma mère, ça. C'est une bague de sorcière, l'aigle marine. Ah oui, tu regarderas. Il y a plein de choses sur l'aigle marine. Je connais certaines choses, mais je ne savais pas que c'était une pierre de sorcière. Si, je l'avais lu sur Maurice Mességuet, ça. Mességuet, qui était en fait un des pionniers en France, qui avait essayé d'introduire la Wicca, puisqu'en fait il avait vécu aux États-Unis, et donc il avait écrit pas mal de bouquins. Il avait vécu aux Antilles aussi, donc sur la sorcellerie. Et il habitait à côté de chez mes parents, quoi, à une dizaine de kilomètres. Et donc, Mességuet avait essayé d'introduire, mais il n'avait pas réussi, quoi. Il avait eu c'était du temps de Gaulle et Pompidou. Il avait eu des visites pas nocturnes, mais qui lui avaient expliqué que c'était pas très très pressenti à l'époque, tu vois. On n'était pas dans une période de liberté totale, quoi. Et non, c'était une autre époque, le siècle dernier, surtout à la période de Gaulle. C'était encore autre chose. Faut le savoir, parce que les jeunes ont toujours l'impression, mais non, il faut savoir que ça n'a pas été toujours aussi libre qu'on pensait. Donc, voilà. Un souvenir du siècle dernier. Bon, on va retourner. Non, mais l'histoire se recommence, donc ça va revenir. C'est toujours un éternel recommencement, de toute façon. Tout à fait. On apprend un peu en fonction des anciens et après on reproduit ce qui est toujours dans la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc, de génération en génération, ça se reprend, quoi. Alors maintenant, on arrive au chakra associé avec cette arcane, et on apprend que le chakra majeur qui est associé à l'arcane, c'est celui de la gorge. Alors la gorge, je vous ai mis un petit schéma.
Donc vous savez où se situe votre gorge, hein. Et il est en lien avec la note sol et l'enseignement, on peut dire que c'est la vérité, la sagesse, la logique, et on peut retrouver ces éléments dans notre arcane également, hein. Et en fait, pour réharmoniser, si votre chakra gorge est déréglé ou que le taux vibratoire n'est pas assez élevé, vous pouvez écouter le son du bol tibétain avec la note sol. Donc je vous ai mis un lien dans le plan où vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Et Alina nous le mettra dans l'audio, je pense, hein. Ensuite, nous avons le chakra mineur. Alors lui, il est associé au niveau des épaules. Alors on a l'épaule gauche et l'épaule droite qui n'est pas en lien avec le même chakra. Alors je vais vous expliquer. Enfin, oui, on peut dire le même chakra. Le chakra du yin, il est en lien avec l'épaule gauche. Alors, il est en lien avec le 2e, le 4e et le 6e chakra principaux. Donc, 2e, 4e et 6e, vous pouvez aller vous référer sur l'autre des 5 que je vous ai mis plus haut. Vous pouvez aller voir à quoi ça correspond, hein. Et on peut dire qu'il y a les fonctions similaires sur cette énergie, hein, qui est la 7e centre énergique du chakra coronal, hein, et il est établi l'unité avec tout ce qui est yin, donc à l'intérieur et à l'extérieur. L'épaule droite est en lien avec le chakra yang. Il est piloté par le 1er, le 3e et le 5e chakra principaux, hein. Donc, je vous fais référence nouveau avec le dessin que j'ai plus haut. Et en fin de compte, on se rend compte que avec l'épaule gauche et avec l'épaule droite, eh ben tous les chakras sont regroupés, tous les 7 chakras, hein. Donc du 1 jusqu'au 7, hein, et on peut dire que il y a cette réharmonie. S'il y a un souci qu'il faut intégrer, c'est pas mal, hein, de remonter le taux vibratoire. Et pour ce faire, là, on peut écouter toute la gamme des bols tibétains. Je vous ai également mis le lien. Donc, on aura do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et puis, ça peut recommencer, hein, do, ré, mi, etc., hein. Donc, ça nous fait du bien à notre intériorité, mais pas que, hein, à notre extériorité. Parce que si on soigne l'intérieur, ça rejaillit sur notre extérieur et vice versa, hein. Donc c'est important, personnellement, je trouve, cette histoire de fréquence vibratoire. Donc, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais également vous dire que je ne suis pas médecin. Si vous souffrez d'un des maux que j'ai énumérés, hein, dans cette deuxième partie, surtout ne pas se soigner seul, mais allez consulter votre médecin traitant. Merveilleux, ma petite Mimi. Et oui, magique. Comme toujours. C'était vraiment. Eh ben, merci Alina. Vraiment. Et puis en plus, alors vraiment avec le trio avec notre très cher Steph. Hein. Steph, ça va? Ah ouais, ça va. Oui, ça a donné une toute autre dimension et je trouve que cet arcane devient de plus en plus vivant du fait qu'on est de tes interventions, Steph. Ben si, c'est gentil. J'étais content de vous revoir, n'est-ce pas, après cette longue période. C'est beau, hein. Donc là, on va passer en vacances, hein. Voilà, on a parlé plein de choses que vous n'avez pas pu entendre à l'antenne, n'est-ce pas, mais qui serviront pour plus tard. Et oui.
Qui sait pour une prochaine saison. Voilà. Mystère et boule de gomme. Voilà. En tout cas, un énorme merci à toi, mon très cher Steph, d'avoir été parmi nous ce matin. Vraiment, on est super contents. Avec plaisir. Je te laisse réfléchir un petit peu, voilà, sur ton ressenti de cette saison passée. Et puis, si on a l'occasion, tiens, le dimanche 3 juillet, si tu veux passer à l'antenne en direct pour papoter en ma compagnie, pourquoi pas? D'accord. Hein? Voilà, je viendrai te faire un petit coucou, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Comme je suis un de tes premiers auditeurs assidus le matin, donc il n'y a pas de souci. Écoute, ça mérite quoi? Une poussière d'étoiles. Vraiment. Merci la fée bleue. C'est gentil. Ma très chère Mimi chérie, je te fais plein de bisous. Et merci pour tout, vraiment. Merci. Oui, de rien. Bisous à Lina et rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures avec le tarot. Et merci pour ce beau travail. Tu nous as vraiment appris plein de choses intéressantes. Oui, je confirme. De rien, Steph. C'était un plaisir. Et toi, tu as bien su étayer mon petit plan. Rebondir. Avec plaisir. Tu sais, rebondir, ça fait... Ah, c'est dommage, j'ai pas le jingle, mais on aurait pu faire rebondir, tu sais. Donc... Ah oui, tu le rajouteras. Eh oui, autre idée. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très joyeux dimanche. Et puis écoutez, bonne continuation pour cette mode vacances. On n'oublie pas les amis, dimanche prochain c'est la dernière du Réveil des Sorcières, spéciale sur le devenir de la radio, sur le fonctionnement des chroniques, comment ça marche. On va aussi peut-être avoir l'immense bonheur d'avoir Steph de Nathan en direct, ça va être beau. Et surtout on va avoir une transcription aussi de Super Witches. Vous verrez, il y a que des petites choses très sympathiques à découvrir dimanche prochain. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Bisous. Bisous Alina, bisous Steph, bisous les witches et bonnes vacances à tout le monde. Enchanteurs, enchanteresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille.